Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un deuxième épisode de nos podcasts de Hayastan Media. On est aujourd'hui avec le président de la FRA Nordsjælland, Engel Neshte Karakavorian. Bonjour Engel. Bonjour Engel Ugassia. Est-ce que tout d'abord tu pourrais nous parler de la FRA Nordsjælland, de son activité et de ses objectifs? Très bien, merci. Alors premièrement, j'aimerais dire que Nordsjælland rejoint tous les Arméniens, tous les jeunes qui veulent s'engager, qui veulent militer pour la cause arménienne, avec une limite d'âge qui atteint les 26 ans, 27 ans, et qui peuvent venir chez nous à partir de leurs 16 ans, pratiquement. Alors, nos axes de travail sont assez divers et différentes. Nous sommes présents en Arménie, dans les villages, aux côtés de ceux qui sont dans le besoin, mais aussi en France, là où les intérêts azéris essayent de gagner du terrain, on est là pour les contrer aussi. Je dis cela, mais j'aimerais aussi dire que le Nordsjælland, c'est aussi une famille, c'est aussi une fratrie, c'est aussi une association qui crée des liens sociaux, mais qui aussi se transforme en un mode de vie dans lequel la contribution pour la collectivité et le sacrifice reprennent leur sens. Concernant vos activités et vos actions, il y a toujours un débat autour du fait que ces actions ne parviennent souvent pas à vos objectifs et n'aboutissent pas. Est-ce que tu penses que les moyens de revendication, ils ont changé aujourd'hui ? Les moyens de revendication aujourd'hui dépendent surtout d'une contribution de qualité et de quantité. Bien qu'on veuille aujourd'hui changer les choses en 2 secondes, on comprend que les enjeux dépassent les limites des choses qu'on pourrait imaginer. Par exemple, on l'a vu pendant le blocus de l'Artsakh qui a duré près de 9 mois. Nous avons essayé de tout faire, nous avons bloqué l'accès au Quai d'Orsay, nous avons fait des manifs à Paris, en face de l'ambassade de l'Azerbaïdjan, et où nous avons essayé d'interpeller un maximum l'opinion publique sur ce sujet. Mais nous nous sommes rendus compte que ces moyens, disons, scolaires traditionnels ne nous ont pas permis de gagner de terrain, de faire autant de bruit qu'il le fallait. La preuve en est aujourd'hui, l'Artsakh, malheureusement, est vidé de sa population arménienne. Cependant, il faut toujours continuer le combat, ne pas lâcher, même si l'efficacité qu'on aurait aimé avoir, à l'heure actuelle, on ne l'a pas. Nous savons qu'on est sur la bonne voie, nous savons que nous avons raison, et nous savons que le droit qui est le nôtre a besoin de ceux qui vont se battre pour. Et à ce sujet, et sur ce front-là, le Nordsjælland répondra toujours présent. Très bien. Est-ce que sur la continuité de cette question, tu penses qu'après 3 générations, l'implication des jeunes Arméniens de la diaspora, elle est en déclin? Ou est-ce que tu penses que les jeunes s'intéressent toujours à cette cause arménienne? Est-ce que tu trouves des difficultés à mobiliser aujourd'hui les jeunes de la diaspora ou pas? Alors, c'est une question assez intéressante parce qu'on a vu une pente assez descendante à partir de 2020, malheureusement. La notion d'arménité, la notion de la combativité et du révolutionnarisme arménien était perçue d'une manière assez glorieuse jusqu'en 2020. Et je pense que c'est surtout avec la défaite sûrement due à la trahison du gouvernement actuel arménien de Nikol Pachinian et de ceux qui le suivent, qu'aujourd'hui, le patriotisme, le fait de se battre pour la cause arménienne résonne moins bon chez les jeunes. Ce n'est pas pour autant que le Nordsjælland a des difficultés, ce n'est pas pour autant que les jeunes qui sont engagés pour l'Arménie et pour l'Artsakh de demain s'arrêteront, mais malheureusement, c'est un déclin qu'il faut pointer du doigt. Et nous pensons aussi que l'État arménien a une responsabilité à ce sujet. Les ondes et l'atmosphère qui doit régner au sein des groupes arméniens, que ce soit en Arménie ou en diaspora,
provient quelque part de l'Arménie. Si l'Arménie nous dit qu'aujourd'hui on va arrêter tous les procès contre l'Azerbaïdjan, qu'on va arrêter toute revendication au sujet de l'Artsakh, qu'on va tout céder quand les Azéris le demandent parce que on nous menace de guerre, bien sûr de notre côté, ceux qui ne suivent pas l'actualité et ceux qui malheureusement vont croire à ces mensonges vont se dire bah, finalement ma contribution ici ne sert à rien. Le fait que j'aille maximiser la pression sur le Quai d'Orsay ou sur l'ambassade de l'Azerbaïdjan ou de la Turquie ne mène à rien. Donc malheureusement c'est un peu devant cette situation stérile que les gens se trouvent, mais j'aimerais rappeler à tous nos auditeurs que le combat continue, que bien que les choses sont décrites d'une manière très imprécise de la part du Premier ministre actuel, le combat continue, les villages de Davouch ne seront pas rendus, le Sunnik, on ne va pas le perdre, et dans tout ça, le fait de se battre pour l'intégrité territoriale de l'Arménie dans un premier temps, et dans un deuxième temps, le fait de reprendre l'Artsakh un jour quand les conditions nous seront favorables, bah, tout ça nous permet d'avoir un environnement juste, revendicatif et sur le droit chemin. Il ne faut pas lâcher. Justement, tu dis que le combat continue après 109 ans. Est-ce que tu penses que le combat continue plus parce que les héritiers de la cause sont des fidèles ou est-ce que plus parce qu'il y a la menace des criminels qui persiste et qui nous motive justement à continuer notre combat? Une chose est claire, l'idéologie pan-turque n'a pas changé. Une chose est claire, les Turcs et les Azéris aujourd'hui ne souhaitent qu'une seule chose, c'est le corridor qui va lier le Nakhitchevan à l'Azerbaïdjan actuel et qui sera finalement leur rêve qui n'a pas été réalisé depuis 100 ans. J'aimerais dire que pour éviter et pour contrer ce rêve, en 1915, les Arméniens, l'Arménie, le peuple, la nation arménienne a sacrifié 1,5 million de ses compatriotes, de ses citoyens. Aujourd'hui, nous avons un État, nous avons une armée, et nous cédons sans arrêt. Nous avons vu comment l'armée arménienne régulière d'Arménie n'a rien fait quand, en septembre dernier, l'Artsakh a été confronté à une invasion, quand nous avons perdu Stepanakert, et quand quelques centaines de jeunes Astartis se sont battus jusqu'à la fin. L'armée arménienne n'a rien fait. Alors, de là à se dire que la revendication est en baisse, que le génocide arménien aujourd'hui ne représente plus grand-chose de la part du gouvernement actuel, bien sûr, ça a des conséquences catastrophiques. Mais les jeunes qui suivent le parcours droit, les jeunes qui ont compris, qui ont une conscience collective et individuelle à la fois, qui sont responsables, qui s'engagent pour notre cause qui est noble, je pense qu'ils ont bien compris que le génocide ne s'est pas vraiment arrêté, mais malheureusement, le pacifisme irresponsable, l'internationalisme sans limite nous a emmenés à la situation dans laquelle on se trouve actuellement. La perte dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Effectivement, oui. Aujourd'hui, tu as interdit d'entrer en Arménie. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu les causes de cette interdiction? Et est-ce que tu as fait quelque chose pour essayer de contrer cette interdiction? Comment ça a évolué depuis plus d'un an maintenant que tu as interdit? Alors ça fait plus ou moins 2 ans maintenant que je suis interdit de territoire. Bon, c'est vraiment pas le sujet qui doit primer aujourd'hui avec toutes les actualités qui dépassent nos personnes. Mais bon, alors, pourquoi je suis interdit, on ne le sait toujours pas. La lettre qu'on avait reçue de la DGSI arménienne, du NSS, du Hadze, ne dévoile aucune information concrète liée à leur justification. Cependant, avec les événements récents qu'on a vus avec notre camarade Engel Mourad, on se rend compte qu'en fait, rien ne dépend de la justice et tout dépend d'un seul homme. Tout dépend de Nikol Pachinian. Comment peut-on ne pas faire appel dans un procès où Engel Mourad Papazian est gagnant parce que le président Macron demande une certaine grâce au sujet d'Engel Mourad et dans d'autres cas, on fait toujours appel. Cela veut dire que tout dépend éventuellement de la volonté de cette même personne. Donc je comprends, et je pense que c'est assez logique d'en conclure, que tout dépend de notre orientation politique. Bien sûr, j'ai été dans l'affaire où nous avions protesté sa venue en juin 2021, où Nikol Pachinian était encore candidat. Il était encore candidat. Les élections anticipées étaient dans quelques mois. Il avait fait une tournée ici
en essayant de se faire remarquer comme étant bien reçu par la diaspora. Nous avons voulu faire passer un message, nous l'avons fait passer, et nous le redirons à chaque fois qu'ils sont de passage à Paris, ou en France généralement. Ils ne sont pas le bienvenu ici, et à chaque fois qu'on a l'occasion de leur rappeler qu'ils sont des traîtres à nos yeux, on le fera. Alors, ça on l'a fait en 2021. À partir de cette date-là, moi je me suis rendu en Arménie 5 fois, dont 3 fois en Artsakh, que ce soit pour le projet du gaz en avril, où nous avons été dans les villages pour délivrer du gaz, que ce soit pour passer le nouvel an, le réveillon, à Stepanakert, à Askeran, avec les orphelins et les jeunes qu'on avait côtoyés pendant le projet Ergir des années précédentes. J'ai même passé le 1er janvier chez Ngerantranek Chavoshian, dans le village d'Aravno. Alors, je vais revenir sur Aravno parce que ça concerne la situation actuelle aussi. À l'époque, quand nous avons perdu Aravno, personne ne s'est rendu compte de la gravité de la situation dans laquelle on rentrait. Aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle phase de cession de village, on parle du Davouche, et on ne se rend pas compte aussi. Nous avons perdu Aravno à l'époque, quelques semaines après, le blocus a commencé, quelques mois après, nous avons perdu l'intégralité de l'Artsakh. Aujourd'hui, nous sommes en face d'une cession stratégique. Pourquoi je parle de stratégique? Parce que les bases militaires, le front à Davouche, est la base la plus fortifiée depuis 30 ans. C'est la seule ligne de front de tranchées sur laquelle nous n'avons pas eu d'avancée ennemie depuis plus de 30 ans. Donc si on perd ces postes avant du Davouche, nous perdons les postes les plus fortifiés. Nous perdons vraiment le bouclier le plus à point de l'Arménie. Qui mèneront ensuite à la perte. Qui mèneront après à la suite du Davouche intégral, qui mèneront après à des attaques au niveau du Sunnik, qui permettront après peut-être à la famille Aliyev de venir se baigner à Sevan. On n'est pas loin de cette réalité. Et je ne sais pas si la logique de Nigol, qui consiste à dire, et qui malheureusement satisfait certains, qui consiste à dire on doit leur donner sinon on aura une guerre, jusqu'à où elle peut aller. Aujourd'hui c'est le Davouche, demain c'est le Sevan, après-demain ça sera Erevan. Est-ce qu'on va subir cette pression où on va adopter une ligne politique, géopolitique, qui nous permettra de remettre l'Arménie sur la carte, qui nous remettra en position de confiance, et éventuellement, s'il faudra payer un prix, et ça, il faut que tout le monde le comprenne, tout le monde doit payer le prix. Je suis bien d'accord, parfois il y a des critiques qui vont envers la diaspora, qui disent « Ah, vous, dans la diaspora, ok, vous faites des barahantes, vous faites des levées de fonds, mais en fait, vous vous contentez à écouter des chants patriotiques. » Quelque part, malheureusement, je conçois et j'entends. Les Arméniens de la diaspora doivent aussi payer le prix. Le prix ne peut pas se limiter en faisant des dons, en participant à des soirées les samedis soirs. Si le prix nécessite aussi un paiement en sang, la diaspora doit aussi répondre présent. Ça a été le cas dans le passé avec Viken Zakarian, Meher Chouradian et d'autres. Ça a été le cas en 2020 avec Christopher Artin, Kevor Khadjian et d'autres aussi. Et je suis sûr que ça sera le cas dans les générations à venir, dans les guerres à venir. Il ne faut pas avoir peur de cette menace en permanence parce que, comme dans la vie des États est pleine de guerres. Bien sûr, on ne veut pas la guerre, on voudrait éviter cela à tout prix. Mais là, le traité de paix que Nigol essaye de mettre en avant est en fait une capitulation incontournable, équivoque à un nouveau génocide. Donc tu l'as dit, c'est clair, la FRA Tachnaktsun et vous, sa jeunesse, donc, êtes contre totalement Nicole Pachinian et son régime. Est-ce que votre discours reste attirant malgré tout? Est-ce que vous arrivez quand même à attirer la diaspora avec ce discours-là, ou est-ce qu'aujourd'hui ça devient difficile, notamment justement sur la diaspora, tu en as parlé? Je pense que des deux côtés, parfois il y a une manque de prise de conscience. Je pense que ça soit de la part de la FRA, parfois, je pense un peu moins que ceux qui s'intéressent vraiment que quelquefois sur Facebook. Je pense qu'on n'est pas assez conscient de la situation réelle de l'Arménie. Bon, il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect socio-économique, dans lequel certains disent que Nicole Pachinian a pu mettre en place un programme très efficace, le SMIC a augmenté, etc. Mais de notre côté, j'aimerais relever quelques points. Nous avons perdu
l'intégralité de l'Artsakh. 100 000 personnes aujourd'hui sont réfugiées en Arménie, dont 10% a priori a quitté déjà le territoire arménien parce qu'ils s'y sentent persécutés. Et menacés. Et menacés. Parce qu'aujourd'hui, on leur dit qu'il faudra refaire une demande de nationalité arménienne. Mais tout le monde le sait. Les Arméniens de l'Artsakh étaient munis de diplômes, de passeports, de diplômes aussi d'ailleurs, de pièces d'identité arméniennes dès le début. En fait, ils essayent de mettre une pression sur les Artsakhi pour que les Artsakhi ne s'expriment pas librement au sujet du gouvernement actuel. Le gouvernement actuel nous a mené qu'à des pertes, et aujourd'hui, tout le monde le dit, on préfère l'ère de ceux qui nous ont donné de la stabilité. Je conçois aussi, malheureusement, et je ne partage pas du tout, cette approche, disons, en rose, utopique, qui est là et qui veut idéaliser cette approche démocratique de la part de Nikol Pachinian. On parle de l'approche démocratique, mais de notre côté, le Freedom House Watch ou bien d'autres indicateurs démocratiques sont là et nous disent que l'Arménie tombe dans les classements. On se rend compte que les jeunes Arméniens de la diaspora, je ne parle pas que de moi, il y en a un certain nombre d'autres, qui sont engagés sur le front de la cause arménienne, se font interdire d'Arménie pour des raisons banales. Nous nous rendons compte qu'il y a des prisonniers politiques aujourd'hui en Arménie, que ce soit les anciens gradés militaires. Là, pour le coup, j'aimerais parler de Grigori Khachadurov, parce que c'était le plus grand Hramanadar qui a pu assurer une victoire dans le Davouch juste avant la guerre de 2020. Vous vous rappelez, en 2020, au mois de juillet, nous avions eu les affrontements à Davouch. Si on les a écrasés dans le Davouch, c'est surtout grâce à cet homme-là qui est persécuté pour son positionnement anti-Nikol Pachinian depuis un moment. Donc on parle de démocratie, mais la démocratie fictive de Nikol Pachinian, est-ce une finalité? Sommes-nous prêts à nous transformer à une Ukraine moderne juste pour se vanter d'une démocratie irréelle? Nous savons très bien qu'aujourd'hui, les Barkevavajar, les primes des députés, dépassent de loin les SMIC des citoyens. Nous savons très bien que le budget aujourd'hui tourne autour de la protection personnelle de Nikol Pachinian, etc., etc. Donc, si c'est l'Arménie que les gens veulent, que certaines personnes veulent, je pense que c'est aussi l'Arménie que beaucoup de patriotes ne veulent pas voir. Et moi, je n'ai pas honte de le dire, je ne veux pas l'Arménie que Nikol Pachinian promet à nos générations futures. Je ne partage pas cette idéologie, je ne partage pas cet idéal, et je pense qu'il y a beaucoup de gens conscients qui comprendront ce que je dis en disant tout cela. Je comprends. Est-ce que maintenant qu'on a perdu l'Artsakh, tu as l'espoir qu'un jour on y retournera? Ou est-ce que malgré tout ce que tu dis concernant la politique de Nikol Pachinian, tu penses que c'est plus un monde utopique? Alors, l'Artsakh, si elle va être reprise ou non, ça j'en suis sûr, nous allons reprendre l'Artsakh. Tout dépend de notre volonté. La dernière fois que j'étais en Artsakh, c'était juste avant le blocus. On a fait une tournée dans le nord de l'Artsakh. Et c'est vraiment là où je me suis rendu compte qu'en fait, ces montagnes nous appartiennent. Et quand je dis nous appartiennent, c'est que quelque part, ils nous incarnent même. Sur ces montagnes-là, si nous avons des dirigeants qui ont la volonté de reprendre l'Artsakh, et que dans ces montagnes-là, nous avons des jeunes qui sont prêts à sacrifier pour reprendre ces montagnes-là qui nous appartiennent, je suis sûr, je n'ai même aucun doute là-dessus, nous reprendrons l'Artsakh. Bien sûr, il faudra payer un prix. Rien n'est gratuit. L'orientation géopolitique de l'Arménie, la disposition interne des choses, l'indépendance du corps militaire en cas de confrontation, l'implication correcte, réelle, équilibrée de la diaspora, une consolidation de tous ces éléments nous permettront très certainement, de retourner la table sur les Azeris, de reprendre une pente victorieuse. Je n'ai aucun doute là-dessus, mais il faut du travail, il faut avant tout
arriver à instaurer un changement de pouvoir en Arménie, à Erevan, et c'est à partir de là qu'on commencera à parler des autres choses. La solution commence par Yerevan. Tout ne se termine pas à Yerevan. On n'est pas aussi déconnecté de la réalité pour dire que tout dépend de Yerevan, tout dépend de Nikol Pachinian. Non, c'est pas vrai. Bien sûr, aujourd'hui, il y a un rapprochement russo-turc, il faut le dire. Bien sûr, aujourd'hui, le conflit ukrainien prime aux yeux de tout le monde, c'est un fait. Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas une manœuvre décisive même qui traîne à Yerevan. Et c'est à nous de remettre ça dans le droit chemin, dans le chemin qui va dans nos intérêts collectifs, et tout commence par un changement de pouvoir à Yerevan. La méthode, on verra, ça dépendra surtout des actualités et du peuple arménien, mais ce qui est sûr, c'est qu'avec Nikol Pachinian, les défaites et les pertes ne vont que se maximiser. Justement, tu as parlé de tous ces éléments et de la concentration de ces éléments qui pourraient modifier les choses. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, avec l'évolution des relations, l'évolution des alliances qui se trouvent autour de l'Arménie, est-ce que tu penses que la Turquie va un jour reconnaître le génocide arménien ? Alors, je déplore malheureusement que nous, peuple arménien, nous n'avons pas appris de l'histoire surtout une chose, que la légitimité ne se confère pas grâce à des traités ou grâce à une approche pacifiste ou autre. Ce n'est pas parce que nous voulons imposer, ou si nous voulons avoir de bonnes relations amicales avec l'Azerbaïdjan, que l'Azerbaïdjan et la Turquie veulent avoir de bonnes relations avec nous. Aujourd'hui, tout le monde parle de l'intégration de l'Arménie dans l'OTAN, etc. Bon, ça paraît déjà assez déconnecté de la réalité. J'aimerais rappeler un fait que tout le monde aujourd'hui semble avoir oublié. Si la Turquie pose son veto, l'Arménie ne pourra jamais s'approcher d'une manière ou d'une autre de l'OTAN. On reste dans une phase symbolique, nous recevons quelques centaines de véhicules blindés, c'est pas ça qui va changer la donne. Ce n'est pas quelques armes sniper achetées par l'Arménie, bien qu'on salue, ne le comprenez pas mal, nous avons œuvré dans ce sens-là. La coopération militaire et politique au plus haut niveau de l'État entre l'Élysée, le Quai d'Orsay et Yerevan, ça on l'a toujours réclamé. Mais de là à se dire que l'Arménie va dépendre quasi exclusivement de la France et des Européens, de là à ratifier le traité de Rome, de là à geler son statut de membre de l'OSTC, je pense même que les Français qui s'intéressent à l'Arménie comprendront que c'est une erreur fatale. Très bien. Tu l'as dit tout à l'heure aussi, toute cette difficulté de la cause arménienne amène aujourd'hui à un essoufflement des jeunes pour continuer à combattre et pour continuer à se battre pour la cause. Est-ce que tu penses que du coup, à cause du poids de la cause arménienne qui devient de plus en plus lourd, d'abord le génocide, puis quelques mois l'Artsakh, est-ce que tu penses que cet essoufflement va continuer ou est-ce que tu penses que la jeunesse de la diaspora va continuer et va pouvoir tenir le coup pour continuer à combattre cette cause ? Écoutez, je pense que tout dépend surtout de la prise de conscience individuelle et personnelle, et après d'une prise de conscience collective et commune. Ce qu'on a perdu, ce n'est pas ma maison, ce n'est pas mon village. La nation arménienne a perdu ses terres ancestrales. Nous avons perdu des églises, des monastères, qui sont notre héritage culturel, national. Est-ce que cela serait admissible à une personne qui comprend aujourd'hui la valeur des choses? Aujourd'hui, on ne parle pas assez de la valeur des choses. On ne parle pas assez de la valeur de l'Artsakh qu'on a perdu. L'essoufflement de la jeunesse, ça me rappelle une chose, malheureusement. Ça me rappelle, et je suis tombé là-dessus hier d'ailleurs, j'ai vu des photos des soldats qui datent, une partie des photos date de 2020, une autre partie date des confrontations récentes. J'ai vu les soldats arméniens mourir en ayant leur arme à la main, en train de se battre. Là, le symbole, il est clair. D'une part, on voit ceux qui se sont battus jusqu'à la fin, mais réellement jusqu'à la fin pour le coup,
Et de l'autre côté, nous avons des jeunes en diaspora qui vivent dans un confort maximal, qui ont une vie, disons, assez rassurante, stable, et qui ont une contribution minimale, voire inexistante. Je pense que c'est très dommage de ne pas avoir une contribution politique, constructive, collective, qualitative, voire quantitative sur le plan de la cause arménienne. Surtout que si on veut optimiser le potentiel de la diaspora, tout le monde doit bosser, tout le monde doit contribuer. Ce n'est pas avec quelques associations, ce n'est pas avec quelques jeunes qu'on va pouvoir vraiment peser lourd. Il faut qu'il y ait un engagement optimal, il faut qu'il y ait une reprise de conscience, il faut que la notion de sacrifice refasse surface dans la jeunesse arménienne. Malgré cette perte. Malgré ces pertes, bien sûr. Et au contraire, on doit être révolté avec toutes ces pertes. Nous ne devons pas accepter le fait que c'est pendant notre jeunesse que nous avons perdu Chouchi. Je proviens d'une école arménienne du Liban où nous avions un martyr qui s'appelait Viken Zakarian. Viken Zakarian, n'ayant jamais vu l'Arménie ni l'Artsakh, s'est rendu en Artsakh en 92 et il est tombé en martyr pendant la libération de Chouchi. Personnellement, j'ai été éduqué dans cette école. Qu'est-ce que je vais dire à mes enfants demain qui vont nous demander qu'avez-vous fait pendant la perte de Chouchi? Personnellement, je sais ce que j'ai fait. Je sais ce que j'ai essayé de faire. Mais est-ce que tout le monde aura des réponses à donner à leurs enfants demain quand ils verront des photos de Razan Tchetsots, quand ils voudront aller se baigner à Djedderdouz ou à Askeran ou en général se promener à Stepanaguet? Est-ce que nous aurons des réponses à donner à nos enfants? Parce que l'Artsakh n'appartient pas exclusivement à Nicole Pachinian. L'Artsakh n'appartient pas exclusivement aux 3 millions d'Arméniens qui vivent en Arménie actuellement. L'Artsakh n'appartient pas exclusivement aux 120 000 Arméniens qui viennent d'être déportés. L'Artsakh appartient à la nation arménienne, et la nation arménienne est la nôtre. C'est une responsabilité d'un côté, c'est un droit bien sûr, mais c'est un devoir surtout. Tu penses qu'il faut en fait transformer cet essoufflement et cette démotivation en force? Je pense qu'il faut se révolter contre la situation actuelle, et je pense qu'il faut imposer une version, une vision pro-arménienne sur les fronts qui nous concernent. Dans les années 1990, pendant la lutte de libération de l'Artsakh, avant que la lutte atteigne le niveau qu'on a connu après avec la guerre totale, que ce soit à Erevan, mais surtout à Kedachen, nos confrères de la FRA se sont rendus dans ces villages et ont commencé, en présence des Omonagan, donc des forces jointes des Azéris et des Russes, des Soviets, ils ont commencé à préparer les villageois à l'autodéfense. Au début, nous étions rejetés des villages. Au début, certains avaient des craintes. Parce que vous savez, aujourd'hui, la propagande de Nicole Pachinian n'est pas différente du tout de la propagande des Arméniens bourgeois des années 1910 qui disaient « il ne faut pas se révolter contre les Turcs, il faut essayer de trouver des solutions, des compromis, de s'aider et de vivre bien qu'on soit considérés des citoyens de troisième ou de deuxième rang. Aujourd'hui, ce que le régime Nigol essaie de nous dire, c'est la même chose. Et ce que nous essayons de dire, c'est d'incarner les Shahen Merlian, les Bédo-Réventiens du passé, qui se sont battus contre tout le monde, et même à Kedachen, contre l'Union soviétique, pour imposer leur volonté de libérer l'Artsakh. Ça coûte cher, ça peut paraître fou, mais c'est ça, le droit chemin, c'est ça notre devoir. On va se révolter, on va réclamer nos terres, on va être prêt à payer le prix, à se sacrifier, et on atteindra des victoires, et la bonne voie collective reprendra. Est-ce que pour finir, tu aurais donc un message aux jeunes Arméniens à faire passer? J'aimerais dire que nous vivons des temps sombres à tous ceux qui nous écoutent. J'aimerais dire que la foi idéologique, la gloire, l'honneur, aujourd'hui, sont en cause. J'invite tous nos jeunes à lire du Karekin Nejdeh. J'invite tous nos jeunes à écouter
les vocaux ou les exposés, disons, des idéologues qui nous ont permis de libérer l'Artsakh. Que ce soit du Sarkis Zetlian, que ce soit du Haraj Tasnabedian, que ce soit tous les idéologues qui nous ont remplis de révolutionnarisme concret, toutes ces sources doivent être revitalisées. Nous allons, dans un premier temps, s'armer mentalement et idéologiquement, et dans un deuxième temps, dans nos champs d'action, nous allons s'améliorer, nous allons nous améliorer, nous allons maximiser notre efficacité, nos champs d'action sur un plan technique, quantitatif et qualitatif. Nous devons être sur une situation optimale, parce qu'on ne sait jamais quand la guerre reprendra, on ne sait jamais quand les choses seront à notre avantage de reprendre l'Artsakh. Merci beaucoup Engel Nechtet de nous avoir accordé cette interview. Et merci à vous, tous ceux qui nous écoutent, de nous suivre et de continuer à nous écouter. Je vous invite à tous à partager notre contenu et on se retrouve très bientôt.